Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Nous autres, la politique, on en mange. Alors, on vient d'en parler avec Rémi Franca, puis on parle avec Stéphanie Touga. Bonjour, Stéphanie. Salut. Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup ton analyse. Puis Rémi, je l'ai connu, il venait de revenir des États-Unis. Il est venu vivre ici, puis je trouvais que c'était vraiment un personnage intéressant comme véhicule, tu sais. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de là, qui vient de la machine démocrate aussi. C'est vraiment plus intimiste. Puis on va le souligner, c'est un francophone, c'est intéressant. Oui, absolument. Puis je trouve ça tellement triste. Moi, en tout cas, je peux te dire que quand tu vois, lui, il a utilisé l'expression les brasses. Moi, je connaissais pas ça. Fait que les brasses, j'imagine, c'est comme, tu sais, genre les tuyaux de laiton dans un café, dans un bistrot. Le monde qui sont accrochés, c'est comme les meubles du parti. C'est ça. Qui ont-ils une influence? Ont-ils dormi au gaz? Moi, j'ai vécu ça souvent à Ottawa, le sentiment de « Hey, il faut changer d'angle de com ». Ça serait le fun, mettons, que la jeune personne qui est ici dynamique, qui s'est fait connaître pour tel policy, tel projet de loi, mais qu'on la voit plus à côté du... Tu sais, comme... Et c'est normal, ça se fait tout le temps. C'est sûr que les éminences grises là, en politique, là, les gens qui sont dans l'ombre, moi, j'ai déjà été staff, c'est des gens avec qui, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que... Tu peux pas nous dire ça de même, là. C'est peut-être très connu par un paquet de monde. On s'en reparle. Okay. Mais c'est intéressant que quand en effet, là, il y a souvent cette tension-là entre les élus qui veulent pousser un certain nombre de dossiers, qui ont un agenda. Le premier, se faire élire, réélire. Ensuite, être plus public, se positionner sur un certain nombre d'enjeux. Puis de l'autre côté, tu as souvent l'entourage du premier ministre ou de certains ministres, de certains élus qui, eux, sont parfois plus nerveux. Disent, on va être prudent, on va naviguer avec ce qu'on connaît, on va pas trop être présent, on veut surtout donner le plus de temps de glace possible à notre chef, pas nécessairement aux gens autour. Fait qu'il y a souvent cette tension-là entre les staffs et les caucus. Ça arrive dans toutes les formations politiques. C'est tellement... Je vois que c'est vrai ce que tu me disais que tu étais là-dedans, parce qu'effectivement, dans les caucus, on voit que les gens veulent shiner. Ils veulent avoir un peu de lumière. C'est normal. Les gens, ils veulent être élus. Ils veulent aussi que leurs concitoyens qui les ont élus, ils soient fiers, qu'ils aient l'impression d'avoir une voix. Mais des fois, ça vient avec une certaine tension parce que les gens qui sont autour des chefs disent, oui, mais nous, on avait une idée de ce qu'on voulait faire dans les prochains jours, prochaines semaines. T'as tellement raison. Il y a cette tension-là tout le temps qui existe. T'as bien raison. Puis donc, ces éminences grises-là peuvent voir arriver des événements comme un soulagement, comme mon Dieu, une chance qu'il est arrivé cette tempête parce qu'on a arrêté de parler de tel ou tel truc. Là, ça a tout changé pour Donald Trump. C'est intéressant que tu dises ça parce que avant de parler de l'impact sur Donald Trump, parlons de l'impact sur Joe Biden. Joe Biden, là, ça fait couple de semaines qui est dans l'eau chaude parce qu'il a été très mauvais en débat. Et dans les jours qui ont suivi, presque à chaque jour, il y avait des lapsus, des bourdes. Il a échappé, il finissait pas ses bouts de phrases en entrevue. Il était vraiment dans une position de grande faiblesse. Et il y a rien qu'il disait qui changeait l'agenda médiatique. Il n'y a rien qui faisait en sorte qu'on changeait de sujet. Le sujet de l'heure en politique, c'était soit, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, évidemment, mais c'était surtout Joe Biden. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Des gens qui disent que ce n'est plus l'homme de la situation, des faiblesses qu'il a, des bourdes qu'il a commises. Fait que c'est la première fois pour Joe Biden qu'enfin, on ne parle pas de lui et du fait qu'il est faible. Ça aura pris un attentat sur Donald Trump pour qu'on arrête de parler de ça. On rit, mais c'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle du tout. Mais n'empêche que pour Joe Biden, il y a un peu ce sentiment de, on parle plus de moi dans ce contexte-là, avec ce narratif-là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on reparle de moi comme étant l'homme de la situation et que je suis en contrôle? Comment ça se peut qu'on ait laissé quelqu'un à quelques centaines de pieds pouvoir tirer un ancien président des États-Unis et parce qu'il a bougé sa tête, il n'est pas décédé. Donc, il y aura ça éventuellement aussi qu'il devra adresser. Il a déclaré qu'il allait avoir une commission ou une enquête publique, éventuellement indépendante. Je doute que ce soit suffisant. La population américaine est tellement polarisée en ce moment et Donald Trump est vu comme un survivant. Il est vu comme un survivant et lui dit que c'est un acte de Dieu qu'il est encore en vie. Donc, il y avait tout intérêt à cultiver cette perception-là. Mais dis-moi, penses-tu... Moi, j'avoue, je suis un peu...
Moi, mes couleurs sont malheureusement connues. Moi, effectivement, j'ai un peu peur. J'ai peur de Donald Trump. Je pense pas que ce soit un élément positif dans la démocratie américaine. Et fait que je le confesse, mais en même temps, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je pense ça aussi ou d'autres choses par rapport à la politique américaine? Mais que ceci dit, j'ai des doutes, moi, que Joe Biden puisse affirmer sa présidentialité en disant des trucs nobles. Je pense pas il devient un peu comme le maître de cérémonie de la sanctification de Donald Trump. Ben, en fait, c'est ça. Puis là, toute l'attention, malgré tout ce que je viens de dire, toute l'attention en ce moment, elle est sur Donald Trump. Donald Trump qui est écoute, c'est que les astres étaient un petit peu alignés sur le plan médiatique uniquement. Évidemment, là, ce gars-là, il voulait pas se faire tirer dessus, là. C'est clair. Absolument pas. Mais n'empêche que le fait que ça arrive à 2 jours du début de la convention, le fait qu'il nomme ensuite son vice-président, il y a comme un momentum autour de lui. Et là, tout ce momentum-là culmine donc cette semaine, jeudi, avec le discours de Donald Trump. Un discours qui est vraiment attendu. On dit qu'il est en ce moment en train de réécrire son discours. Ah ouais. À la base, c'est un discours très accusateur envers celui que tu qualifies de maître de cérémonie, qui est Joe Biden. Mais là, donc, est-ce qu'il pourrait changer de ton, hein, vouloir avoir, disons, un peu plus de hauteur, avoir un ton plus unificateur. Aller chercher les gens qui le trouvaient trop belliqueux. Exactement. Il pourrait vouloir changer de ton de belliqueux à un peu plus de hauteur. T'as pas trouvé qu'il avait déjà changé, toi? Moi, hier, en tout cas, je le trouvais. Il y avait un ton un peu plus à l'unité. Oui, puis hier, juste sa manière plus ému, d'être. hein, aussi. Voilà, c'est le mot juste. Je trouvais qu'il avait l'air ému et donc vulnérable. Tout à fait. Et jamais, moi, j'ai vu cet homme-là. Non, c'est vrai. Mais il vient de se faire tirer dessus. Je veux dire, dans l'histoire récente, là, ou du moins dans les dernières décennies, il y a eu beaucoup d'exemples de figures politiques qui se sont fait, qui ont eu des atteintes ou des tentatives d'assassinat. Ça a eu des impacts, ça les a changés. Ronald Reagan, t'en parlais, je t'entendais dans les dernières minutes. Ronald Reagan, quand il s'est fait tirer dessus, ça l'a vraiment changé. Au niveau de sa posture, il est passé d'un personnage qui était très polarisant, en baisse de popularité, à un homme qui s'est élevé au-dessus de la mêlée et qui a souhaité se positionner comme un ambassadeur de la paix. Mais en même temps... Je pense pas que Donald Trump va se rendre jusque-là. Parce que le climat belliqueux dans lequel on vit, il a contribué en bébite. Bien sûr, il l'a entretenu. Puis c'est pour ça que moi, j'ai mes doutes à savoir combien de temps ça va durer. Si jamais il décide, Donald Trump, d'avoir une posture un peu plus de hauteur, combien de temps ça va durer? Chasser le naturel, il reviendra au galop. Depuis 2015, on attend qu'il s'agisse. Ça fait une décennie qu'on attend que Donald Trump se calme, qu'il ait la hauteur nécessaire pour faire baisser la pression. Et à chaque occasion, il ne l'a pas prise. Donc, j'ai l'impression que même si jeudi, son équipe lui dit « Hey, Donald, come on, essaie de faire baisser la pression parce qu'en effet, ça n'a pas de bon sens », je pense pas que ça peut durer très longtemps. C'est pas qui il est. C'est pas sa marque de commerce, c'est pas son marketing politique autour de lui, c'est pas ça qu'il incarne. Donc, j'en doute que ça durera longtemps. Comme tu disais au sujet de Ronald Reagan, peut-être qu'il est transfiguré. Moi, en tout cas, je peux dire qu'hier soir, je le regardais puis je me suis vraiment dit... C'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Puis honnêtement, je me suis mis le bout du bout parce que après avoir créé ce climat-là, il a failli en être victime. Puis là, il se présente un peu comme un miraculé, tu sais, thankful to oui, God. C'est ça. Puis beaucoup de gens dans les camps républicains pointent du doigt Joe Biden comme étant l'un des principaux responsables, à commencer par le nouveau colistier confirmé, J.D. Vance, qui, lui, sur Twitter, sur X, a dit quelque chose comme c'est le fait que la campagne démocrate ne cesse d'accuser Donald Trump d'être un fasciste, c'est venu entretenir ce climat-là. Il en faisait partie, lui. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le camp républicain, non seulement se rallie massivement derrière Donald Trump, mais accuse Joe Biden et le camp démocrate d'être en partie responsable de l'attentat. J'ai entendu des gens dire, ça, j'ai trouvé ça flyé puis audacieux, mais je comprends que tout se scénarise. Malheureusement, c'est ça, on est en communication, puis on veut avoir les votes des gens, fait qu'on scénarise. J'ai entendu des gens évoquer que M. Wade allait devenir le mean Trump, puis que Trump allait pouvoir... Vance, tu veux dire? Monsieur Vance, pardon. J.D. Vance. Excuse-moi. Donc, il allait devenir comme le méchant
et le bad cop, et que Trump allait devenir le bon cop, plus doux, avec l'autre en avant qui jappe plus. Ça se peut-tu, tu penses? Écoute, tout est possible. C'est sûr que là, lui, J.D. Vance, donc, pour parler un petit peu de lui, c'est un jeune de 39 ans quand même. Hein. Il a la moitié de l'âge de Donald Trump. Strictement. Juste comme ça, c'est quelqu'un qui s'est sorti de son milieu, qui vient d'un milieu extrêmement difficile. Une mère héroïnomane. Il s'est enrôlé. Par ses grands-parents. Exactement. Il vient d'une classe politique, une classe sociale très pauvre. Il s'est élevé de tout ça en allant dans la Marine. Ensuite, il a fait Yale Law School, donc il est avocat de formation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui incarne le American Dream. Right. Et c'était un des premiers pourfendeurs donc, de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a critiqué très, très ouvertement et très durement Donald Trump autour de 2015-2016. Finalement, en 2022, Donald Trump lui a donné son appui et ça a permis donc de se faire élire. Donc, il aurait à ce moment-là changé son fusil d'épaule pour... Mais d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles c'est à quel sujet? Est-ce que tu te rappelles c'est à quel sujet que M. Vance blâmait M. Trump? C'est-tu sur des enjeux fondamentaux? C'est-tu des contradictions dangereuses? Non, c'était plutôt sur le ton, sur le fait qu'il était justement très belliqueux. Ah bon? Et c'est pas quelque chose que lui aimait beaucoup. Donc, c'est plus dans la forme que sur le fond. Mais donc, il a viré complètement sa veste et qui maintenant l'appuie et est un homme de très, très loyal, dit-on. Donc, Donald Trump qui va capitaliser là-dessus. Est-ce qu'il pourra éventuellement devenir même l'héritier du mouvement MAGA, donc Make America Great Again, au sein du Parti républicain? Je veux dire, c'est tout à fait possible, surtout qu'il a 39 ans, donc il a la vie devant lui pour faire de la politique, surtout dans ce parti-là. Donc, ça va être intéressant de le voir évoluer dans les prochaines années, ce J.D. Vance, surtout qu'il incarne ça, là, le American Dream, alors que Donald Trump n'incarne pas ça du tout. Hein. Il vient d'une famille très aisée, donc c'est vraiment, il y a un clash là, en bon français. Bon, puis en terminant en quelques secondes, on en reparlera à ton prochain passage, j'espère. Oui. Mais François Legault, on a vu que les autres premiers ministres ont fait comme non, t'as eu ta part, puis t'as eu l'argent qu'elle avait avec, non, nous n'entendons pas de parler de ça. Tout à fait. Là. Le Conseil de la Fédération s'est ouvert cette semaine. François Legault avait à l'agenda un sujet primordial, donc c'est la question de l'immigration, mais des demandeurs d'asile surtout, dit qu'on reçoit 50% à peu près des demandeurs d'asile. Le double. Essentiellement, 1 sur 2 au Canada s'en vient au Québec. On a été compensé pour ça. On a reçu de l'argent dans les dernières semaines. On a reçu 750 millions de dollars donc, en compensation. Et les autres provinces disent, bon, vous avez reçu cet argent-là, nous, on l'a pas reçu, puis en plus, vous demandez d'en avoir moins. Ça commence à faire pas mal. C'est de la mauvaise. Ça commence à faire pas mal. Donc, c'est la posture des autres provinces. Le gouvernement du Québec dit, bien, écoutez, on a beaucoup de pression sur nos services publics. On n'arrive pas à loger les gens qui sont déjà là. On n'arrive pas à soigner les gens qui sont déjà là. La fameuse phrase, là, en prendre moins, mais en prendre soin. Ben oui. Donc, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. François Legault devra donc tenter d'être rassembleur, un peu comme il le fait par le passé avec les enjeux des transferts en santé dans les dernières années. Je pense que la question de l'immigration, surtout des demandeurs d'asile, là, il doit demander la collaboration des autres provinces en disant « Hey, aidez-nous donc, prenez-en donc plus des demandeurs d'asile. » J'ai l'impression que ce sera moins facile donc d'aller rassembler les premiers ministres des autres provinces sur cet enjeu-là. Ça a l'air plus doux, mais c'est chez nous, il faut s'en occuper. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, à bientôt. salut. Bye.